Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Thomas Morimo. On s'est rencontrés tous il y a quelques semaines dans le cours de Monsieur Alvarez où j'étais venu faire un stage d'observation assis dans le fond de la classe, vous vous en souvenez sans doute. Et voilà, aujourd'hui, c'est moi qui vais vous donner cours. Donc avec Monsieur Alvarez, on a discuté et on a décidé de travailler par capsule vidéo. Donc voilà, j'ai enregistré deux capsules vidéo. Ceci est la première que l'on vous diffusera sur YouTube. Donc c'est la première fois que moi je m'enregistre, que je fais du montage et même que je donne cours tout simplement. Donc j'espère que ce sera quand même de qualité et que ça répondra à vos attentes, que vous ne serez pas déçus d'avoir suivi ces deux capsules vidéo. Et voilà, il y a mon mail qui s'affiche à l'écran. Si vous avez jamais une hésitation sur un point de matière, une question, quoi que ce soit, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un mail. Je répondrai le plus vite possible, le mieux possible, en essayant de vous aider à comprendre ce que j'ai mal expliqué. Et donc franchement, n'hésitez pas et faites-le dès que c'est nécessaire. Donc nous, on va travailler pendant ces 2 heures sur la société médiévale, un ordre entre guillemets idéal. Donc voilà, je vais directement vous projeter le premier document. Le premier document qui est une lettre de Charlemagne qui s'adresse à Léon III. Qui est Charlemagne? Qui est Léon III? Vous savez sans doute qui est Charlemagne, un représentant de la dynastie des Carolingiens, qui est né entre 742 et 747, c'est un peu flou, qui est mort en 814, qui est très connu pour être le roi des Francs et l'empereur. Donc voilà, il a été sacré empereur en 800 par le pape Léon III. Et donc voilà, Léon III, c'était le pape à l'époque de Charlemagne. C'est pour ça qu'il est intéressant ici. Donc je vais vous lire ce premier document et puis on va travailler dessus. Notre rôle, en tant qu'auxiliaire de la divine piété, est de défendre, par les armes, partout à l'extérieur, la sainte Église du Christ des incursions des païens et des ravages des infidèles, et de renforcer, à l'intérieur, la connaissance de la foi catholique. Votre rôle, très Saint-Père, est de seconder notre armée avec les mains levées vers Dieu comme Moïse, de sorte que par votre intercession auprès de Dieu, guide et créateur, le peuple chrétien triomphe toujours et partout des ennemis de son saint nom, et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ resplendisse sur toute la terre. Donc, dans ce document, on peut voir que Charlemagne s'identifie à notre rôle, parce que c'est lui qui écrit la lettre, et votre rôle, c'est le rôle de Léon III à qui il destine la lettre. Donc, ici, je vais vous projeter deux questions auxquelles j'aimerais bien que vous répondiez. Donc la première, c'est repérer dans le texte les différents rôles qui sont cités et les souligner. Ensuite, expliquer comment ces deux rôles fonctionnent. Vous pouvez les souligner en rouge et en vert si ça vous facilite la chose. Donc ici, moi je vais arrêter de parler pendant 2 minutes, 1 minute 30, 2 minutes, pour vous laisser le temps de réaliser l'exercice. Et après, je reprendrai la parole pour corriger tout ça. Donc je vous dis à dans quelques minutes.
Donc voilà, ça fait à peu près 1 minute 30, 2 minutes que vous travaillez. Et, euh, et donc voilà, je veux vous dire d'abord, n'hésitez pas à mettre pause si c'est trop court pour vous pour terminer l'exercice. Et voilà, c'est dans ce cas-ci, si vous ne comprenez pas les réponses, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me demander des explications. Donc voilà, la première question, c'était de repérer dans le texte les différents rôles qui sont cités et de les souligner. Donc le premier rôle, celui de Charlemagne, c'est de défendre par les armes. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier rôle qu'on peut observer. Ensuite, le deuxième rôle, celui du pape Léon III, ça va être de seconder notre armée. Notre armée fait référence à l'armée de Charlemagne, avec les mains levées vers Dieu, ce qui signifie en priant en réalité. Donc la deuxième question, expliquer un peu comment ces deux rôles fonctionnent. Je viens un peu de le faire, mais on va étoffer. Donc le premier, le rôle de Charlemagne, c'est de défendre. Et ce qu'il entend par les armes, ce qu'il faut défendre en réalité, c'est l'Église du Christ. Contre quoi? Contre les incursions des païens et les ravages des infidèles, dont en plus l'objectif est de renforcer à l'intérieur de la connaissance de la foi catholique. Voilà, le rôle du pape, quant à lui, ça va être de prier pour que le peuple chrétien triomphe toujours et partout des ennemis. En gros, voilà, c'est prier pour le salut de l'armée de Charlemagne, pour que celle-ci gagne toujours et resplendisse le nom de Jésus partout sur toutes les terres. Donc ça, c'est notre premier document. Ensuite, je vais vous afficher ici un deuxième document, hop, qui est un document de Gérard de Cambrai, que je vais vous lire aussi. Gérard, évêque de Cambrai, Arras, a démontré que, depuis l'origine, le genre humain est divisé en trois: les gens de prière, les agriculteurs et les guerriers. Il fournit la preuve évidente que chacune de ces catégories est réchauffée à droite et à gauche par les deux autres. Les gens de prière délaissent les affaires du monde, tandis qu'ils se vouent à Dieu. Ils doivent aux guerriers de vaquer en sécurité à leurs saints loisirs. Ils doivent aux agriculteurs et à leurs travaux de disposer de nourriture de leur corps. De leur côté, les agriculteurs sont élevés vers Dieu par la prière des ecclésiastiques et défendus par les armes des guerriers. De pareille façon, les guerriers sont ravitaillés par les revenus des champs et approvisionnés par les taxes sur les marchandises, tandis que la sainte prière des hommes pieux qu'ils protègent lave les fautes commises par l'usage des armes. Donc, qui est d'abord Gérard de Cambrai? Gérard de Cambrai, c'est une figure importante dans, euh, dans la religion, si je puis dire. Il était un évêque, en fait, de Cambrai, entre 1012 et sa mort en 1051. Mais bon, c'est surtout ce qu'il dit et ce qu'il a écrit qui nous intéresse. Donc voilà, pour une petite question d'abord pour commencer. Est-ce que vous pouvez me dire s'il s'agit d'un travail ou d'une source? Vous pouvez le voir très facilement en réalité dans la petite note de, de référence du texte qui dit que c'est un texte de 1024, ce qui signifie donc que c'est une source, quelque chose qui a été réalisé par Gérard de Cambrai en 1024. Donc ici, je vais aussi vous poser plusieurs questions et je vais vous laisser le temps d'y répondre. Les trois questions même vont être: que peut-on dire de l'auteur? Est-ce qu'on peut s'y fier ou pas et pourquoi? En deuxième position, identifier les différents groupes que compose la société selon l'auteur. Souligner dans le texte chacun des différents groupes avec une couleur différente. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut interpréter la phrase chacune de ces catégories est réchauffée à droite et à gauche par les deux autres? Donc ici, je vais vous laisser un peu plus de temps pour réfléchir parce que les questions sont un peu plus longues et un peu plus compliquées. Et je vous retrouve d'ici 3-4 minutes pour débriefer ça.
Voilà, ça fait à peu près 3 minutes, 3-4 minutes que je vous ai laissé réfléchir aux 3 questions. Donc la première question, que peut-on dire de l'auteur? Doit-on se fier à ses mots? Pourquoi? Donc on sait que l'auteur, c'est l'évêque Gérard de Cambrai. On a vu sa notice juste au-dessus. Et à la question, est-ce qu'on peut se fier à ses mots, oui ou non? Bah alors, moi je vais dire que oui, on peut se fier à ses mots. En tout cas, lui, il est persuadé de ce qu'il raconte. Il est un témoin direct, donc il est contemporain de la vérité qu'il est en train de nous dire, et en plus, étant un ecclésiastique, il est persuadé que l'ordre qui est en place est l'ordre voulu par Dieu. Et étant donné qu'il est voulu par Dieu, c'est l'ordre idéal pour lui. En tout cas, il croit ce qu'il dit. Ça, on peut en être certain. Ensuite, pour identifier les différents groupes que compose la société selon l'auteur et les souligner, voilà, il y a 3 groupes. On a pu les trouver. Il y a les gens de prière, les agriculteurs et les guerriers. Donc voilà, les gens de prière, comme il s'affiche sur l'écran, ils délaissent les affaires du monde, tandis qu'ils se vouent à Dieu, et ils doivent aux guerriers de vaquer en sécurité à leurs loisirs, ils doivent aux agriculteurs et à leurs travaux de disposer de la nourriture de leur corps. Ensuite, on a les agriculteurs, qui, eux, travaillent, mais grâce aux ecclésiastiques, ont leurs âmes élevées vers Dieu, et ils sont défendus par les armes des guerriers. Ensuite, dans une 3e phase, on a les guerriers qui, eux, sont ravitaillés par les travaux des paysans, qui sont nourris par les paysans et qui touchent un revenu sur les ventes des paysans, et leurs âmes sont montées par les prières des ecclésiastiques, en plus du fait d'être pardonnés d'avoir tué, parce que voilà, comme on le voit, les guerriers vont aller conquérir de nouvelles terres ou se défendre, et pour ça il va falloir tuer des gens pour répondre à la sainte parole, si je puis dire. Et, euh, et donc ça lave leur âme. Par la prière, ils lavent leur âme. Ensuite, la 3e question, elle est celle-ci. Comment est-ce qu'on peut interpréter la phrase chacune de ces catégories est réchauffée à droite et à gauche par les 2 autres? En réalité, comme on l'a vu juste avant, les trois groupes vivent en interdépendance. C'est-à-dire qu'en effet, les jours de prière, ils prient pour le salut de toutes les âmes, voilà, que ce soit des chevaliers ou des paysans. Les chevaliers, ils protègent tout le monde, ils se protègent eux-mêmes, ils protègent les paysans et ils protègent ceux qui prient, les ecclésiastiques. Et ensuite, les agriculteurs, ils nourrissent tout le monde aussi et ils financent les chevaliers. Donc voilà, les agriculteurs, ils travaillent pour eux aussi, pour manger, pour se nourrir, mais aussi pour nourrir ceux qui font sauver, soi-disant, leur âme. Donc ici, c'est ça qu'on va relever, c'est ça qui est important. Ensuite, on va se poser la question, tous ensemble, de la différence en réalité qu'il y a eu entre les 2 documents que vous venez de lire. Je vais vous laisser ici aussi 1 ou 2 minutes pour réfléchir à ça. Quelle différence majeure vous avez trouvé entre le document 1 et le document 2? Voilà, je vais me muter et je vais vous laisser le temps de réfléchir. Donc voilà, pour répondre à cette question, on peut dire qu'en fait dans le document 1, on va parler que de 2 ordres, et pas comme il est marqué sur le PowerPoint un seul ordre, c'est bien 2 ordres, tandis que dans le document 2, on va montrer 3 ordres
Donc dans le premier, il y a seulement ceux qui prient et ceux qui se battent. Et dans le deuxième, on a ceux qui prient, ceux qui se battent et ceux qui vont travailler. Et donc voilà, grâce à ça, en fait, on va se poser une question qui va un peu diriger notre enquête et on va se demander comment est réellement composée la société féodale, donc avec deux rôles, trois rôles, et est-ce que cet ordre semble juste pour tout le monde. Donc voilà, ça va vraiment être notre question de recherche ici, sur laquelle on va travailler pendant les 2 heures. Donc voilà, ensuite je vais vous proposer de lire le document 3, je vais le lire une fois de plus avec vous, et, euh, et voilà. Donc c'est un document de Adalbéron de Laon. Adalbéron de Laon, aussi appelé Asclin, c'est un évêque de Laon entre 977 et 1030. Et voilà, c'est quelqu'un d'assez important. Vous pouvez lire la biographie très rapide du personnage pour pouvoir le situer. Et voilà, on le connaît principalement, nous, pour son écriture du poème au roi Robert. Donc voilà, je vais vous lire ici la chose. Les lignées de nobles descendent du sang des rois. Il y a des hommes qu'aucune puissance ne contraint s'ils s'abstiennent des crimes que réprime la justice des rois. Ce sont les guerriers, les protecteurs des églises. Ils défendent tous les gens du peuple, grands et petits, et, du coup, ils se protègent de la même façon. L'autre catégorie est celle des non-libres. Cette race accablée ne possède rien sans peine. Oui, pourrait, en comptant avec les signes d'une table à calcul, reconstituer les efforts des non-libres, le cours de leur vie et leurs tâches si nombreuses. Car nul homme libre ne veut vivre sans les non-libres. Donc, la maison de Dieu, que l'on croit une, est triple. Ici-bas, les uns prient, les autres combattent et d'autres travaillent. Ces trois catégories coexistent, elles prêtent tour à tour secours à tous. Donc voilà, ici, une fois de plus, on illustre ce qu'on a dit auparavant. Et je vais vous redonner une série de questions à laquelle réfléchir, vous laisser un peu de temps pour cogiter dessus et voir à quoi ça vous fait penser. Je vais vous laisser 3-4 minutes pour faire ça. Avant de vous laisser seul, je vais quand même lire les questions avec vous, histoire de vous simplifier la chose et d'expliquer si c'est nécessaire. Donc, qui est l'auteur du texte? Est-il fiable ou non? Et que pense-t-il de l'organisation sociale qu'il décrit dans son texte? Ça, ce sera votre première consigne. La deuxième étant de distinguer aussi les différents groupes de la société, mais cette fois-ci, d'en faire un schéma. J'aimerais bien un schéma avec 3 cases et les liens que ces cases entretiennent entre elles. Donc voilà, je vais vous laisser 4-5 minutes pour le faire parce que c'est un peu plus compliqué et on se retrouve après.
Et donc voilà, ça fait plus ou moins 4-5 minutes que vous travaillez tout seul. J'espère que vous avez eu le temps de répondre à la première question et de réaliser un petit schéma. Donc la première question qui était qui est l'auteur du texte, est-il fiable ou non, et que pense-t-il de l'organisation sociale qu'il décrit? Alors là, vous voyez s'afficher mon schéma, je le remplirai par après. Donc la première question, qui est l'auteur du texte, on sait que c'est Adalbéron de Laon. Comme on l'a vu dans la notice biographique un tout petit peu plus haut, on sait qui il est. Et donc on sait qu'il était contemporain des faits qu'il raconte, il a vécu durant le XIe siècle, et donc qu'il côtoyait l'ordre. Donc pour lui, c'est très contemporain, et donc c'est sa vérité qu'il raconte en réalité. En plus, étant donné qu'on sait que c'est un ecclésiastique, et que l'ordre qu'il décrit est considéré comme voulu par Dieu, pour lui, on peut presque assurément affirmer que c'est l'ordre ultime. Donc, que pense-t-il de cette organisation sociale? Que c'est la meilleure qui soit et qu'il n'existera jamais. Que les chevaliers, ceux qui prient et les paysans doivent vivre comme ça dans cette relation triple. Et donc, voilà, ici, pour faire un schéma, on a les trois cases. Dans la première case, on a le clergé, qui sont les hommes de prière. Ensuite, on a les chevaliers nobles, qui sont les combattants. Et ensuite, on a les paysans, ceux qui vont faire de l'agriculture. Et voilà, quand je parle d'une relation triple entre les trois, c'est ce que représentent les flèches. C'est-à-dire que le clergé, il prie pour les paysans et pour les chevaliers, comme on l'a vu plus haut. Les chevaliers, ils se battent pour protéger le clergé et les paysans travaillent pour nourrir les chevaliers et le clergé. C'est vraiment une triple relation. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. C'est vraiment une obligation, comme on l'a vu dans un des textes aussi plus haut. C'est impossible pour eux de se passer d'un des trois maillons de la chaîne. Et donc, voilà. Donc voilà, excusez-moi, j'ai eu une petite coupure de micro et donc je dois réenregistrer par après 3-4 minutes et donc j'espère que ça fera sens quand même pour vous, malgré que je viens d'interrompre la chose. Donc je pense que j'allais vous projeter le document 4, voilà, qui doit s'afficher maintenant sous vos yeux, qui est en réalité une miniature illustrant le manuscrit qui a été écrit par Gilles de Rome. Donc qui est Gilles de Rome, vous pouvez vous demander, c'est un homme qui est né à Rome, comme son nom l'indique, en 1247 et qui est mort à Avignon en 1316. C'est un théologien et un philosophe italien très connu, surtout pour la théologie et la philosophie d'ailleurs. Et donc, parce que voilà, il sera nommé le prince des théologiens. Vous pouvez vous imaginer ce que ça représente. Maintenant, vous pouvez peut-être vous demander qu'est-ce qu'un théologien. Et un théologien, en fait, ça va être quelqu'un qui va étudier les questions religieuses, fondées sur les textes sacrés, les dogmes, la tradition. Donc c'est vraiment étudier les questions religieuses par le moyen des textes sacrés. En réalité, il va les lire pour les analyser, etc. Donc voilà, c'est une discipline qui a été inventée par Aristote, il me semble. Et donc voilà, ça peut toujours être intéressant. Ici, je vais lire la clé de lecture avec vous et après, je vais vous pointer trois trucs qui sont, à mon avis, assez intéressants. Donc voilà, la clé de lecture. Ce manuscrit relève d'un genre littéraire particulier, les miroirs des princes. Destiné surtout à l'éducation des futurs souverains, est répandu dans la haute société à partir du XIIe siècle. La miniature reproduite ici décore une copie du manuscrit de Gilles de Rome, copie réalisée au XVe siècle pour la ville de Rouen. Donc voilà, ici il y a deux choses que j'aimerais bien vous pointer. La première, c'est quand est-ce que cette miniature a été faite. Donc ici on dit que c'est une copie qui a été réalisée au XVe, mais celle de l'original, elle a été faite entre 1277 et 1279. Comparé aux documents qu'on a vus avant, comme je vais vous le pointer rapidement, pardon, qui date de 1027-1031. Donc ici, on peut clairement voir qu'il y a presque 250 ans qui se sont écoulés et que la vision de la société n'a pas du tout évolué. Donc voilà, ça c'est très important. Vous pouvez voir que cette vision avec trois ordres de la société, elle dure très très longtemps. Ici, on voit plus de 250 ans, et si on regarde
la copie qui a été réalisée au XVe siècle, ça veut dire que c'est toujours d'actualité. Donc encore 250 ans supplémentaires. Ça fait que au minimum, là, on est conscient qu'il y a plus de 500 ans. Et si on rajoute les 200 ans de, de Charlemagne, donc voilà, ça fait un peu des mathématiques, désolé, ça fait à peu près 700 ans. Donc voilà, on sait que le Moyen-Âge dure 1000 ans. Donc c'est vraiment énorme. Cette représentation des trois ordres, elle est vraiment très très longue. Et voilà, ça je voulais vous le pointer parce que je trouve ça très intéressant. C'est quelque chose qui perdure dans le Moyen-Âge, pendant tout le Moyen-Âge. Ensuite, je vais lire les questions. Maintenant, je vais vous poser trois questions et je vais vous demander d'y répondre. Vous laissez 4-5 minutes pour le faire. Donc, la première question, ça va être de repérer les différents plans illustrés sur la miniature. Ensuite, sur chacun de ces plans, il y a des personnages qui sont représentés. J'aimerais bien que vous essayiez de les identifier. Et si vous n'y arrivez pas, parce que c'est très compliqué, de les décrire au moins, en fonction de leurs habits, de leur activité. Et ensuite, un peu plus complexe, il faut peut-être un peu plus réfléchir, comment est-ce que vous pouvez interpréter et définir la position du roi sur la miniature? Comment est-ce que vous le voyez? Où est-ce qu'il se situe? Voilà, essayez un peu de m'expliquer ça.
Donc voilà, après vous avoir bien laissé le temps d'observer et de répondre aux questions, on va maintenant procéder à l'analyse du document. Donc, comme on l'a vu, la date entre 1277 et 1279, on peut donc être presque sûr qu'il s'agit d'une source. Voilà, je vous le dis comme ça, vous le savez. Ensuite, pour les questions. La première question, on voit trois plans bien distincts. Au-dessus, les puissants. En bas à gauche, la ville et les commerçants. Et en bas à droite, les campagnes. Maintenant, ce qui est assez important, en fait, c'est plutôt de se questionner sur qu'est-ce qu'on voit sur chacun de ces plans. En effet, c'est les puissants, les commerçants et les campagnes. Mais bon, qu'est-ce qu'on voit plus précisément? En effet, sur le premier plan, qui s'affiche là à l'écran, on voit le futur roi Philippe IV le Bel, roi entre 1285 et 1314. Donc, ce qui est assez important de noter ici, c'est que la miniature a été faite avant même que le prince Philippe arrive sur le trône, comme vous pouvez voir en comparant les dates. Donc voilà, ça c'est déjà intéressant à relever, je pense. Ensuite, à sa gauche, donc à la gauche du prince, vous pouvez voir, non, à la gauche du roi, pardon, vous pouvez voir le prince, voilà. À droite du roi, vous pouvez voir le cardinal, qu'on reconnaît à son costume rouge et à la baguette qu'il tient en main. Encore à la droite du cardinal, on peut voir les évêques qui portent la mitre blanche et rouge. Voilà. Ensuite, il y a tous les gens du clerc, etc., les ecclésiastiques en fait, qui sont tous à droite du roi. Et à gauche, on peut observer les princes, donc le prince, les laïcs et un chevalier. Donc en dessous, on va ensuite voir le deuxième plan. Sur le deuxième plan, en fait, ce qu'on observe, c'est des marchands déjà, des bateaux aussi, mais aussi à l'arrière, des marchands qui se promènent à chevaux, on peut voir le château, etc. Donc ici, ce qui est important, c'est de voir que les marchands sont pas considérés dans ceux qui se battent ni ceux qui prient. Voilà, les marchands en fait vont être considérés comme les paysans, ceux qui travaillent. Je vous montrerai après la division des trois sur la prochaine dia. Ensuite, le troisième plan, on peut voir les gens qui travaillent, donc des éleveurs de moutons, un tailleur de pierre, un maçon. Tout à l'avant-plan, on peut voir un viticulteur qui taille la vigne, un paysan qui bêche la terre, voilà, un laboureur qui dirige une charrue tirée par deux chevaux, et enfin un semeur. Donc voilà, on voit vraiment tout type de personnes qui travaillent à tout, en réalité. Pas seulement des paysans qui cultivent la terre, mais voilà, des artisans qui taillent la pierre, etc. Donc ici, ce que j'aimerais bien vous montrer dans le document suivant, non, d'abord la troisième question, pardon, la position du roi sur le document, elle est très importante. En effet, vous pouvez voir qu'elle est centrale, totalement centrale à la miniature, et que voilà, c'est une réalité, non, pardon, c'est une ligne de partage. Donc à sa gauche, à la gauche du roi, donc si on se place en tant que roi, à sa gauche, on a les Bellatores, à sa droite les Oratores, donc ça je vous expliquerai après ce que c'est, et voilà, la position du roi est centrale. Par contre, ce qui est important à noter, c'est qu'à l'époque, être à la droite du roi, c'est une position symbolique, mais une position privilégiée quand même. C'est important, voilà, ça a une certaine prestance d'être posté à la droite du roi. Donc ici, juste pour vous expliquer ce que c'est, il y a les trois classes, en réalité, elles se prononçaient pas chevalier, ecclésiastiques et paysans, on appelait ça les oratores, donc ceux qui prient, les bellatores, ceux qui combattent, et les laboratores, ceux qui travaillent. Donc ici, vous pouvez avoir une petite définition. Oratores, la vie monastique se développa très fort à l'époque, il y avait de nombreuses abbayes qui se créèrent, etc. Ensuite, les bellatores, il n'y avait pas seulement les rois, voilà, on a pu le voir sur la dia juste avant ici, qu'il y avait le prince, les chevaliers et certains laïcs. Donc très clairement, il ne s'agissait pas uniquement que du roi qui se battait, il y a aussi les comtes, etc., les ducs, et ensuite les laboratores, qui étaient constitués principalement de paysans et d'artisans, mais on peut noter aussi que dans le cadre rouge, les commerçants
Les commerçants, eux, ils faisaient partie des laboratores, voilà. Ils faisaient pas partie des classes de l'élite. Eux, ils rapportaient de l'argent, en réalité. C'est à eux qu'on faisait payer des taxes fortes pour, euh, pour financer euh, les bellatores. Donc voilà, ça c'est simplement un petit terme pour que vous ayez plus simple. Alors voilà ce qui achève, si je puis dire, notre première heure de cours ensemble. J'espère que ça vous aura plu. Mais avant de vous laisser, j'aurais bien voulu vous conseiller quelques films ou séries qui sont intéressants si on veut se représenter ces trois ordres. Donc voilà, je dis pas qu'elles le représentent toutes à la merveille, mais c'est quelques séries qui nous plongent dans le Moyen Âge. Il y en a énormément. Voilà, c'est une petite sélection de trucs sympas qui m'ont plu en tout cas. Ou que voilà. Donc je vous d'abord le film Les Croisades sorti en 1935, un très vieux film, mais bon sympathique, voilà qui peut un peu vous représenter comment étaient les chevaliers et ceux qui priaient. Ensuite on a Le Sang des Templiers qui est sorti en 2011, beaucoup plus récent cette fois-ci, qui est disponible sur Netflix, qui se passe cette fois-ci en Angleterre, il me semble. Et après, on a Kingdom of Heaven, qui est aussi un film qui a été réalisé par Ridley Scott, celui qui a réalisé Gladiator, vous connaissez sans doute, qui représente plus ou moins bien ça. Ensuite, pour les séries la plus connue que vous connaissez tous, sans doute, que ce soit l'œuvre littéraire ou la série Game of Thrones, voilà, évidemment, je ne peux que vous conseiller de regarder ça. Très bonne série en passant. Et sinon, ça c'est plus. Et sinon, en passant, je peux vous proposer un dernier truc un peu moins connu qui s'appelle The Witcher. Vous avez sans doute entendu parler de la sortie sur Netflix. Voilà, il y a aussi une série de livres, un jeu vidéo. Bon, ça représente un peu moins la chose, mais voilà, ça se passe dans un monde moyenâgeux imaginé où les trois ordres sont aussi présents, les Bellatores, les Oratores et les Laboratores. Donc voilà, je me permets de vous présenter ces cinq petits titres qui sont sympathiques si jamais vous voulez aller voir plus loin. Ça peut vous aider. Donc voilà, ça termine notre première heure de cours. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. S'il y a quelque chose que vous pensez que je peux améliorer, etc., n'hésitez pas à me contacter si vous avez quelques suggestions. Ben voilà, merci beaucoup à vous pour votre attention et à bientôt.